Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour faire tout le tour de l'actualité politique et parlementaire. Et nous recevons ce matin Franck Marlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Essonne. L'Essonne où 4 policiers ont été agressés ce week-end au cocktail Molotov par une dizaine de jeunes. Le Premier ministre a annoncé hier des mesures pour protéger les policiers. Alors vous nous direz si cela est suffisant pour faire cesser les violences et si pour vous il existe oui ou non des zones de non-droit dans le pays, ce que réfute Manuel Valls. Vous réagirez aussi à la revue de presse, celle d'Astrid de Vilaine. Bonjour Astrid. Bonjour Brigitte. Et c'est le président François Hollande qui est à la une aujourd'hui. Oui, il fait la une de l'Obs et il le dit en 3 mots, je suis prêt. Alors on verra à quoi il est prêt. À 9h, ce sera l'invité de la matinale, Didier Guillaume, président du groupe PS au Sénat, proche de François Hollande. Il nous dira si les confidences du président sont à la hauteur de la fonction. Le chef de l'État dans l'Obs est prêt à l'inventaire de son quinquennat. Est-ce un pas de plus vers l'annonce de sa candidature? Prépare-t-il une initiative parlementaire pour encourager François Hollande à se lancer? Nous allons lui poser toutes ces questions. Et puis si vous aussi, vous souhaitez l'interroger, intervenir ou réagir dans cette émission, vous le faites sur Twitter avec le hashtag PaulMat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 12 octobre. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme consacré au récit du quinquennat par le chef de l'État lui-même. Les 2 journalistes du Monde ont rencontré François Hollande à 61 reprises. Ils se confient sur le trop d'immigration, le problème de l'islam, l'avenir du PS ou ses femmes. Ils critiquent aussi Nicolas Sarkozy pour qui il appellerait quand même à voter en cas de duel FN-LR au second tour de la présidentielle. Enfin, il fait de Manuel Valls et non Emmanuel Macron son successeur en cas d'empêchement, même s'il confie n'avoir pas peur de perdre. Emmanuel Macron poursuit son diagnostic du pays. Il a tenu hier soir un meeting au Mans pour parler vie quotidienne des Français. Il a tracé des pistes de réflexion et vanté l'intérêt d'une réforme du travail plus radicale. Un petit caillou de plus vers le chemin de la présidentielle. Reportage dans ce journal. Le projet de loi de finances à l'épreuve de la Commission. Le budget 2017 est examiné aujourd'hui. Parmi les grands équilibres retenus, 1,5% de croissance et 14 milliards d'euros de recettes ou d'économies nouvelles pour respecter l'engagement d'un déficit public à 2,7% du PIB. L'examen du budget aux commissions, c'est à suivre dès 9h30 après Politique Matin sur LCP. Et il est 8h33, place à la revue de presse, à la une des quotidiens, un président sur le divan. Et Astrid, c'est François Hollande qui fait la une de l'Obs cette semaine. François Hollande qui s'affiche en gros plan à la une de l'hebdomadaire. Regardez cette une dont on va beaucoup entendre parler cette semaine. Il a son sourire retenu, celui dont il use en campagne électorale. Cette photo, on dirait presque une affiche de campagne avec ces 3 mots. Je suis prêt. Prêt à quoi? Prêt à faire l'inventaire de son quinquennat, prêt à la comparaison de son bilan avec les propositions de la droite. C'est une quasi-pré-annonce de candidature qu'a obtenue l'Obs en avant-première. Un entretien fleuve à retrouver dans vos kiosques demain et dont le site internet du journal publie les meilleurs extraits. Êtes-vous toujours de gauche? Interroge l'hebdomadaire. Oui, réponse sans sourciller le chef de l'État qui vante son bilan. Plus de profs à l'école, moins d'inégalités fiscales, un début de transition énergétique. François Hollande qui dit regretter tout de même le débat sur la déchéance de nationalité. Pas de regret pour le chef de l'État en revanche sur la loi travail. La loi El Khomri est une loi sociale, affirme le chef de l'État dans l'hebdomadaire. François Hollande qui s'en prend enfin à ses adversaires politiques. La droite est dans la revanche, la réaction et la régression. C'est le programme de tous ces candidats, programme que le chef de l'État dit avoir lu. Enfin, il s'en prend également à Alain Juppé et à son principe d'identité heureuse. Voilà ce qu'en dit François Hollande. Les mots sont mal choisis. Identité parce que la France est renvoyée à son passé. Heureuse parce que c'est un malentendu. Ce que propose Alain Juppé, c'est une solidarité malheureuse. Votre réaction, Franck Marlin, la droite est dans la revanche, la réaction et la régression, dit François Hollande. Le président de la République est dans le mensonge déjà. Voilà, donc c'est un triste bilan et en ce qui concerne la droite, il est temps qu'on réagisse, mais bon. Oui, on en a assez de ces débats à droite-gauche, gauche-droite. Je crois qu'il faut s'intéresser vraiment à ce qui se passe en France et puis à ce que pensent nos Français, les Françaises et les Français de la politique. Je crois qu'ils sont un petit peu déçus de la droite et de la gauche, en particulier de la gauche, bien entendu, mais
Voilà, moi je suis attristé de jour en jour quand je lis quand j'entends ces messages politiques où j'entends la vie d'un président, d'un homme tout simplement, mais bon, voilà, triste pour la France. Pourtant, vous avez décidé de soutenir quelqu'un à la présidentielle, vous n'êtes pas un non-aligné? Je suis un original sûrement, mais il faut bien soutenir quelqu'un. Et j'ai pris bien sûr fait et cause pour Nicolas Sarkozy. On se connaît depuis très longtemps. Je l'ai combattu quand il était président de la République et j'ai mon franc-parler. Voilà, moi, je pense il a de la poigne, c'est ce qu'il faut pour la France. On poursuit la revue de presse, Astrid. François Hollande qui fait également la une du Parisien. Oui, et là, c'est un petit peu moins flatteur, vous allez le voir. Hollande, confidence explosive. Le Parisien consacre sa une et son fait du jour à la parution du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, demain aux éditions Stock. Un président ne devrait pas dire ça. Les deux journalistes ont rencontré le chef de l'État 61 fois à son domicile ou à l'Élysée. Ils ont en leur possession une centaine d'heures d'enregistrement. C'est du jamais vu pour un président en exercice. François Hollande parle comme il ne l'a jamais fait. Politique, vie privée, il n'épargne rien ni personne, lance le Parisien qui publie ses morceaux choisis. Nicolas Sarkozy, Hollande le surnomme De Gaulle le Petit, mais il votera pour lui en cas de duel face à Marine Le Pen, le chef de l'État qui se lâche littéralement dans ce livre. Oui, François Fillon aurait bien demandé à Monsieur Jouyet d'accélérer concernant les procédures judiciaires qui touchent Nicolas Sarkozy. Nadine Morano, une Le Pen en plus maigre, mais ce qui retient le plus l'attention, ce sont ses déclarations sur l'islam. Il y a un problème avec l'islam, affirme François Hollande, si les musulmans ne dénoncent pas les actes de radicalisation et si les imams ne se comportent pas de manière républicaine. Enfin, sur l'immigration, voilà les propos du chef de l'État. Il y a trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là. Toutes les bonnes feuilles sont publiées dans l'Express cette semaine et le Parisien. Et si François Hollande était empêché, qui est en embuscade? C'est Manuel Valls, évidemment, et c'est le Figaro qui nous le dit en page 4 dans cet article signé Anne Rovan. Le Premier ministre est prêt à être le candidat de substitution en cas de renoncement de François Hollande. Et le quotidien de citer Francis Choix, successeur de Valls à la mairie d'Ivry. Il faut être prêt dans tous les sens et à toutes les hypothèses, dit-il. Quant à Manuel Valls, voilà ce qu'il dit. J'ai une marque, un bilan à défendre. Je jouerai un rôle, quoi qu'il arrive. Et puis on passe à droite. Le premier débat entre les candidats à la primaire de la droite et du centre aura lieu demain. Oui, et la presse anticipe en tout cas Libération qui en fait sa une aujourd'hui. Primaire à droite, le jeu des 7 différences. Sur une double page, Libé compare les armes et les faiblesses de chacun des candidats. Les deux favoris, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, sont condamnés à la prudence, tandis que leurs challengers s'efforceront de renverser la table, prédit le journal, qui rappelle que le débat sera diffusé entre 21h et 23h demain sur TF1 et RTL. Objectif, faire connaître cette primaire au plus grand nombre et surtout rassembler un maximum de téléspectateurs. Libé qui rappelle qu'en 2011, les socialistes, pour leur premier débat, avaient réuni 5 millions de téléspectateurs. La gauche, justement, qui avait réussi sa primaire en 2011. C'est en tout cas le souvenir qu'en a Grégoire Bizot, et c'est ce qu'il dit dans son édito dans Libé ce matin. En 2011, au PS, il y a eu des dérapages, mais pas de sortie de route. Autant dire que la droite est mal partie pour reproduire ce tour de force, prédit notre confrère qui l'assure. Le degré de haine entre les candidats, les républicains, atteint des sommets vertigineux. Je ne sais pas si vous confirmez. On sent qu'il y a une grosse pression. Oui. C'est pas glorieux tout ça. On verra bien demain, on sera assidus. Demain, premier débat, effectivement, demain soir. Et puis à la veille de ce premier débat, Astrid, on a enfin la position des centristes. Oui, on l'attendait. Qui les centristes, vont-ils soutenir à cette primaire? Alors je vous le donne en mille. Vous avez un petit avis peut-être Peut-être Juppé? Exactement, c'est Alain Juppé et c'est l'opinion qui nous le révèle. En une, 600 élus centristes vont officialiser cette semaine leur soutien à Alain Juppé, emmené par Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, et Laurent Hénart du Parti radical. Les deux hommes vont co-signer une tribune dans Le Monde cette semaine dans laquelle ils affirment leur choix définitif pour Alain Juppé. Et puis une note d'humour, c'est le dessin du jour. Oui, et ce dessin, il parle d'international. On en parlait hier, Vladimir Poutine, qui a finalement annulé sa visite à Paris le 19 octobre prochain. Voilà le dessin de Chonu dans Ouest France. François Hollande qui se retrouve tout petit, pris en étau entre les deux grands, la Russie
et les États-Unis. Et voilà ce que dit François Hollande. Passe-t-on avec moi, Vladimir? Il tremblote, le chef de l'État. Il est tout petit, ce serait presque la réponse du berger à la bergère par Chenu quand François Hollande disait à Nicolas Sarkozy qu'il était De Gaulle le Petit. De Gaulle le Petit, effectivement. Merci Astrid de Vilaine pour cette revue de presse très complète. On poursuit l'actualité avec Emmanuel Macron qui était en meeting hier soir au Mans. L'ancien ministre de l'économie veut aller plus loin sur la loi travail. S'il se garde de formuler des propositions, il continue à livrer son diagnostic et des pistes de réflexion en vue des prochaines échéances électorales. Reportage Valérie Brochard avec Béatrice Fazang. Pas encore déclaré, mais bel et bien en campagne, Emmanuel Macron poursuit son diagnostic de l'état de la France. Hier soir, au parc des Expositions du Mans, l'ancien ministre de l'économie persiste et signe. Alors, je l'assume, je ne vais pas ce soir mettre sur la table telle ou telle proposition, parce que ce que nous avons à construire, ce sont des solutions. Pas de mesures concrètes, Emmanuel Macron veut simplement lancer des pistes de réflexion autour de 5 priorités. La sécurité, la mobilité, l'éducation, la santé et le travail. D'ailleurs, concernant la loi El Khomri, elle reste très insuffisante pour l'ancien ministre. Notre travail est en train de changer de manière radicale. Voilà pourquoi il faut encore simplifier drastiquement de nombreux secteurs d'activité de notre économie, mais en particulier notre droit du travail. La réponse au chômage d'aujourd'hui, ça n'est pas la préservation de notre modèle qui produit 10% de chômage, 25% de chômage des jeunes, 50% dans certains quartiers difficiles. 2 heures de discours, seul en scène, sans fiche, sans annonce phare. Emmanuel Macron veut faire de la politique autrement. Il veut montrer sa différence. Je suis contre le système. Le programme n'est pas encore clairement défini, mais la déclinaison des grands axes a quand même convaincu ses sympathisants. Je pense que je fais partie de gens qui voteraient effectivement pour Macron et qu'il y a un grand nombre de gens qui attendent qu'on aille un peu plus loin dans la présentation des résultats et dans d'autres travails, et y compris dans le chiffrage, puisque vous posiez la question tout à l'heure, pour s'engager un peu plus. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas dit de chiffres, tout ça. Mais il a une autre démarche par rapport aux autres. On dit effectivement, on identifie les problèmes, et certes on trace des grandes lignes pour les résoudre, mais de ces grandes lignes viendront ensuite le programme de refondation concret. Mais il ne s'agit pas de décliner proposition par proposition, de dire mesure par mesure ce que l'on va faire. Ce n'est pas notre objectif. Alors en attendant les solutions concrètes, le leader du mouvement En Marche poursuivra son diagnostic mardi prochain à Montpellier. Les policiers mieux protégés dans les zones sensibles. Hier, Manuel Valls a annoncé un dispositif renforcé après la violente agression de Viry-Châtillon ce week-end. Des annonces qui interviennent après la grève du zèle et les rassemblements opérés par les forces de l'ordre. Maïté Frémont. C'est une manifestation silencieuse. Pas de pancarte ni de slogan, mais la colère des policiers est bien là. Cette attaque au cocktail Molotov, c'est l'incident de trop. Leur quotidien est devenu insupportable. Ce gardien de la paix en service depuis 2012 décide de témoigner, mais à visage caché. On a toujours peur, c'est juste que là, la peur est de plus en plus difficile à gérer, parce qu'on est face à des individus de plus en plus violents, qui ont de moins en moins peur de nous, même se moquent de nous. Et la justice, on a l'impression, nous de notre côté, que la justice est de leur côté. Une mobilisation synonyme d'un ras-le-bol de toute une profession. Pour montrer leur unité, pas question de mettre en avant une couleur politique. Les syndicats dénoncent à droite comme à gauche la façon de traiter la question de la sécurité depuis 30 ans. Quel que soit le politique, on passe systématiquement d'une extrémité à l'autre, du tout préventif ou tout répressif. Je pense qu'il faut mettre tout ça sur la table et trouver des solutions adaptées pour reconquérir tous les territoires de France. Au cœur du Palais Bourbon, le sujet est également incontournable. La parole est à monsieur Franck Marlin. Le premier concerné, le député de l'Essonne. Comment comptez-vous, monsieur le ministre, agir ? Comment comptez-vous sécuriser les policiers dans leur mission en termes d'équipement, de matériel, de locaux, mais également en termes d'effectifs? Les diminutions des effectifs ont des effets dans l'ensemble des départements. Il faut corriger cela. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer 9000 emplois dans la police et dans la gendarmerie. Deuxièmement, il faudra continuer d'augmenter, comme nous le faisons cette année, de 15%, les crédits de la police et de la gendarmerie. Et troisièmement, poursuivre le plan de modernisation des équipements des policiers et des gendarmes.
Autre annonce de Manuel Valls, des voitures blindées, de meilleurs gilets pare-balles et plus de vidéosurveillance. Franck Marlin, on vient de vous voir justement dans ce sujet. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que vous a apportée Bernard Cazeneuve dans l'hémicycle? Pas complètement. Bien sûr, pas complètement. Déjà, je pense qu'on a un bon ministre de l'Intérieur, qui est un homme de terrain et qui parle en connaissance de cause. Première chose. Deuxième chose, j'attendais plus de précision, bien sûr, dans sa réponse. En Essonne, il manque 300 policiers. 300 policiers. C'est le département du Premier ministre. Non pas qu'il puisse privilégier son département, mais qu'il puisse prendre conscience que dans ce département, il y a des heurts, il y a des drames, comme ce week-end dernier, mais également apporter des réponses pragmatiques. Ce sont 75 policiers qui vont venir renforcer les effectifs, mais il en manque encore beaucoup. Mais voilà. pardon, on pense évidemment aux 9000 policiers supprimés sous le dernier quinquennat. Est-ce que ça n'a pas été une erreur? Est-ce que vous la reconnaissez finalement? Ah mais je la reconnais totalement. D'une part, je l'évoquais hier, la RGPP, et ces problèmes qu'on a ressentis en matière de sécurité, bien entendu. Je l'avais dénoncé à l'époque, quand M. Sarkozy était président de la République. J'avais voté contre ces réformes. Voilà, il faut s'assumer. On a tous une part de responsabilité. Maintenant, est-ce que la gauche peut apporter des réponses concrètes? Moi, j'en doute. À entendre le Premier ministre ensuite parler de mesurettes, pardon, mais... Il y a des moyens humains, il y a des moyens pour notamment sécuriser et augmenter le dispositif pour sécuriser les policiers, avec des blindages anti-KSH pour les voitures. C'est pas suffisant, ça, vous, à vos yeux? C'est quoi? C'est mettre des filtres pour empêcher les caillassages? Mais attendez, il faut avoir la parole du Premier ministre pour faire ça? Mais c'est impensable qu'un Premier ministre pense cela à 6 mois ou 9 mois d'un renouvellement important. J'ai que de temps perdu, et puis c'est se foutre du monde. Voilà, c'est se moquer du monde. Pendant ce temps-là, vous avez des policiers qui risquent leur vie, vous avez des policiers qui sont insultés, vous avez une population qui a peur, et vous avez une population qui attend, non pas des glaces teintées et des glaces filmées et compagnie, mais des réponses pratiques. Ça veut dire qu'il faut bien sûr des renforcements immédiats pour assurer la sécurité publique dans des zones difficiles, et pas des zones de non-droit, des zones difficiles comme à la Grande Borne ou ailleurs, et surtout rassurer une population qui en a besoin, qui a peur. J'avais évoqué il y a très nombreuses années la présence de l'armée. Il faudrait faire revenir l'armée dans l'Essonne, notamment à Viry-Châtillon. Mais bien entendu, je l'ai dit depuis très longtemps. L'armée aujourd'hui intervient dans le cadre de l'état d'urgence dans les bâtiments publics, sur la voie publique aussi, mais je pense qu'il faut aussi l'armée avec un cadre spécifique, avec un commandement unique, éviter malheureusement ce qui s'est passé au Bataclan. Voilà, on a des expériences. C'est-à-dire avec la possibilité d'intervenir, qu'apporterait finalement l'armée en plus de la police? Sécuriser. Impressionner? Non, pas impressionner. Sécuriser, le rôle de l'armée, on le voit bien maintenant, c'est de rassurer, tranquilliser et faire des patrouilles. Je me mets à la place des gens de la Grande Borne. Ceux qui habitent encore, à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir ailleurs. Et ceux qui subissent tous les jours ont besoin être accompagnés et d'être rassurés. Maintenant, ce sont des opérations à la fois coup de poing. Bon, le Premier ministre, mais à juste titre, des renforts policiers, essaye de faire des opérations un peu médiatiques quand on parle à la Grande Borne de zones de sécurisation ou de prioritaires en matière de sécurité. Ce sont des éléments qui sont détonnants dans la presse, mais qui au quotidien ne se retrouvent pas dans la population. Ils ne rassurent pas les gens. Voilà. Donc là, il y a vraiment un énorme champ de travail à faire. Hier, ma question n'était pas polémique. La droite et la gauche ont des torts. Je l'ai rappelé dans ma question, il faut assumer ses responsabilités. Et surtout, au-delà des débats politiques auxquels on assiste, les gens, le président de la République parle de lui, les autres parlent d'eux, mais on parle quand des Français? On parle quand de l'avenir des gens? Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi, comme par exemple revoir la règle de la légitime défense pour les policiers? Est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr, j'y suis favorable, non pas depuis hier, j'y suis favorable depuis longtemps. On juge le travail d'un parlementaire, d'un élu sur déjà la pérennité de ses choix, de ses objectifs. Moi, ça fait très longtemps que je défends cela. Pourquoi? C'est quand même tout à fait anormal qu'un policier qui est en légitime défense ne puisse pas intervenir au seul motif qu'il doit se faire tirer dessus avant de sortir son arme. Voilà, c'est dramatique. Les gendarmes, eux, peuvent le faire. On a affaire à des gens qui sont formés, les policiers, qui sont des gens responsables, qui sont des gens... Aujourd'hui, il y a plus de 30% d'augmentation des policiers depuis 2007 qui sont blessés en mission. On attend quoi? Des drames, comme ce week-end? Non, je pense qu'il est urgent de réagir. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, permettrait quand même de donner les moyens aux policiers d'intervenir? C'est cela. Et peut-être aussi faire comprendre aux agresseurs qu'il y a du répondant, bien sûr, en gardant raison, et puis surtout faire confiance à la police. Est-ce qu'il faudrait aussi muscler l'arsenal judiciaire? Est-ce qu'il faut légiférer davantage? Ou est-ce que notre législation est suffisante, selon vous? On a tout ce qu'il faut pour intervenir. Il faut simplement avoir le courage de faire appliquer la loi. Il faut avoir une tolérance zéro. Ça va de l'incivilité. Vous savez l'insulte d'un policier?
Les policiers en ont assez de se faire insulter. Les élus aussi sont insultés, mais on vous dit, quand on est insulté, nous, élus dans notre mission, parce qu'on est officier policier quand on est maire, eh bien non, faut laisser passer, monsieur Bert. Non, c'est intolérable. On en finit par quoi? Des débordements, et au-delà de l'insulte, il y a l'irrespect. On a franchi un cap, selon vous, là, dans l'échelle de la violence? Ça fait très longtemps que ça se passe comme ça. Mais il faut dire stop. Stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Alors Manuel Valls lui dit qu'il veut l'impunité totale, évidemment, pour les agresseurs de policiers. Il réfute, cela dit, qu'il y ait des endroits sur les territoires où la police ne peut aller. On l'écoute. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et je veux le dire très clairement à mes compatriotes, que je n'accepte pas ces analyses-là. Pourquoi ces individus agissent ainsi? C'est parce que la police fait son travail. Est-ce qu'il y a pour vous des zones de non-droit, et notamment dans votre circonscription de l'Essonne? Je partage l'analyse de Monsieur le Premier ministre. Dire qu'il y a des zones de non-droit portées par des messages ou des slogans politiques d'extrême droite souvent, c'est pas répondre à la problématique de la lutte contre l'insécurité. Il y a des zones où le droit est mal appliqué, où il faut justement faire appliquer le droit. Et je pense que le Premier ministre a raison dans son analyse. Par contre, au-delà de l'analyse, il faut apporter des moyens, donner les moyens. Donc, et c'est pas ce qu'il a dit hier. Le Premier ministre a été décevant dans sa réponse. Voilà. Donc ça veut dire tout un arsenal politique et avoir aussi le courage de ses mots. Moi, j'ai entendu le Premier ministre hier, je le revois encore à l'Assemblée nationale quand il était dans l'opposition, critiquer beaucoup le gouvernement de l'époque et n'apporter aucune solution. C'était un peu d'angélisme, un peu de tirer sur tout ce qui bouge. Il faut sortir sentier battu. Je vous dis très simplement, la présence de l'armée pourrait rassurer, oui, les habitants. Est-ce qu'on peut vraiment accuser Manuel Valls d'angélisme ou de laxisme? D'angélisme non, puisqu'elle a dû prendre conscience quand on est à son poste qu'il faut savoir être responsable. Je pense qu'il l'a bien entendu, mais je le trouve souvent toujours un peu coincé, pardonnez-moi. Il n'a pas répondu sur la légitime défense pour la police hier, ni la ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Surprenant, alors que c'est quand même relativement simple à initier. Deuxièmement, sur la présence des forces de l'armée, qu'est-ce qui peut obliger aujourd'hui, alors que c'est déjà le cas dans l'état d'urgence, de mettre l'armée dans les cités, en fonction des événements aussi graves que l'on a connus? Il n'y a pas de réponse. Donc je trouve que les intentions sont bonnes du Premier ministre et bien sûr du ministre de l'Intérieur, mais ça ne va pas plus loin que cela. Une réaction aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur qui a parlé de sauvageons pour désigner les agresseurs de policiers. Le terme est-il bien choisi? Il est mal choisi. On a affaire à des assassins. Vendredi, week-end dernier, ce sont des assassins qui ont agi sûrement avec préméditation, avec l'intention de tuer. Voilà, ce ne sont pas des sauvageons, ce sont des assassins. Ce n'est pas un hasard si le parquet d'Ivry a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Une dernière réaction à ce tweet de Grand Ludo. Vous savez qu'on peut réagir dans cette émission. Il a critiqué votre faible activité, votre présence assez faible à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? C'est pas, vous savez, je peux comprendre, c'est fait partie de la démocratie. Ça fait 21 ans que je suis maire, 21 ans que je suis député. J'agis sur le terrain, j'ai 27 000 habitants dans ma commune, j'ai une grande circonscription, les 2/3 de l'Essonne, et on me juge à chaque échéance. Je suis vraiment quelqu'un de terrain. Sincère, non pas grande gueule, mais peut-être atypique. Je pense que la présence à tout craint pour signer, vous savez, la petite liste d'émargement, comme c'est le cas quand on est membre d'une commission, parce qu'on est de la commission du développement durable, quelquefois je préfère être sur le terrain qu'être là. Voilà, oui. Merci Franck Marlin d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin, député Les Républicains de l'Essonne. Très bonne journée à vous.